Louvagie, bonjour. Bonjour. Vous étiez à l'Assemblée jusque tard cette nuit, le budget, toujours le budget, et on a la sensation que les débats s'éternisent. Vous savez, en règle générale, tous les ans, ce sont des débats qui durent très longtemps. Je veux dire que le budget, c'est la déclinaison de toutes les politiques publiques du pays qui intéressent les Français. Donc c'est très important, il y a énormément de sujets à aborder. Je vais ajouter à cela que cette année, le gouvernement nous a demandé de construire le budget avec lui. Il n'a pas disposé du temps habituel pour construire ce budget. Il manque une semaine, là. Il manque une semaine, vous avez tout à fait raison, mais au-delà de cette semaine qui manque au Parlement, le gouvernement a été nommé quelques jours avant le dépôt du budget, donc n'a pas construit le budget comme il l'entend. D'ailleurs, il le dit, le budget qui nous a été présenté n'est pas celui que soutient le gouvernement. Le budget qui nous est présenté a un déficit de 5,2% du PIB, et le gouvernement veut aller à un déficit de 5%. Donc il nous demande de construire ce budget. C'est la raison pour laquelle aussi il y a beaucoup d'amendements. Alors hier, 25% des 3000 amendements à peu près ont été retirés, notamment par la gauche, et pourtant c'est votre camp, donc la droite républicaine, le camp présidentiel, qui est accusé par la gauche et le RN de faire obstruction. Alors, c'est vrai que nous avons déposé beaucoup d'amendements. Du côté de la droite, c'est une habitude. Mais pourquoi déposer des amendements sur un budget qui finalement est présenté par le Premier ministre ? Mais vous pouvez avoir des propositions. Nous avons intérêt à pousser, nos propositions. Nous avons des convictions. Nous avons envie de faire avancer le gouvernement. Par exemple, sur la question des dépenses, nous voulons aller plus loin dans la diminution des dépenses publiques. Et le gouvernement nous a invités à construire avec lui ce budget. Voilà. Donc, il y a, vous savez, dans le temps d'examen du budget, il y a le nombre d'amendements, mais il y a aussi le temps que prend chaque député dans l'examen, dans le cadre de la discussion. Et du côté du nouveau Front populaire, je pense qu'ils n'ont pas de leçons à nous donner, parce qu'ils prennent beaucoup de temps dans le temps de la discussion, de la réaction sur les amendements. Parce que c'est un peu le monde à l'envers, quand on vous accuse de ralentir exprès le débat. Non, écoutez, très sincèrement, pour celles et ceux qui suivent les débats, il n'y a vraiment pas d'obstruction. Il y a des débats avec des prises de position, avec des convictions qui sont différentes, avec des divergences importantes. Et vous savez, je pense que les Français ont le droit au débat. C'est un débat qui se passe à l'Assemblée nationale, mais qui éclaire les Français. Et je pense qu'ils ont besoin d'être éclairés sur un certain nombre de positions différentes des différents groupes politiques. Alors justement, pour revenir sur le fond, vous disiez il y a un mois, l'augmentation, je vous cite, l'augmentation des impôts ne peut pas être le bon chemin. Tout à fait. Vous le pensez toujours, ça ? Oui. Quand oui, on voit le texte qui est présenté et qui risque d'être présenté au final ? Tout à fait. Il faut rappeler que nous avons en France le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé d'Europe, c'est-à-dire le niveau des impôts, cotisations, taxes le plus élevé. Cela nous met en difficulté. Vous savez, nous sommes dans une mobilité européenne, internationale, donc nous devons arriver à baisser ces impôts. Aujourd'hui, la trajectoire financière ne le permet pas. Je veux juste rappeler qu'en 2024, notre déficit sera supérieur de 52 milliards à la prévision initiale. 52 milliards. Mais tout ça, est-ce que les Français comprennent tous ces chiffres ? Est-ce que vous êtes en mesure ce matin d'expliquer aux Français que vous votez des mesures qui vont dans leur sens ? Oui, parce qu'aujourd'hui, ce déficit, il est financé par la dette. Et la dette sera supportée par les générations demain. En 2025, la France va devoir emprunter 300 milliards. Qui va rembourser ces 300 milliards ? Ce sont les générations futures. Nous devons préparer la vie de nos enfants et de nos petits-enfants. Nous ne pouvons pas mettre perpétuellement des charges qu'ils devront supporter. Donc nous devons faire en sorte d'avoir moins d'impôts. Mais pour avoir moins d'impôts et réduire le déficit, il nous faut agir sur les dépenses publiques. Et c'est là, en tout cas, les messages que nous voulons porter et nous voulons aller avec le gouvernement sur une diminution des dépenses publiques. J'entends que depuis quelques jours, le gouvernement est favorable, par exemple, à aller vers une diminution du coût des opérateurs, pour diminuer le nombre des opérateurs. Les opérateurs, ce sont les satellites qui travaillent sur un certain nombre de missions confiées par l'État. Je vais vous donner 2 chiffres. Le coût des opérateurs a augmenté de 30 milliards d'euros en 6 ans, avec 30 000 emplois supplémentaires. Donc nous pouvons agir sur la dépense publique. Et en diminuant la dépense, nous pourrons diminuer ensuite les impôts et également réduire notre déficit. Mais quand on prend par exemple des mesures qui ont été votées ces derniers jours, la demi-part fiscale des veuves et des veufs, un avantage qui avait été supprimé en 2014 par François Hollande, est-ce que cette disposition a des chances de rester à la fin ? Non, je ne pense pas que cette disposition ait des chances de rester à la fin. Il faut que nous arrivions à trouver un équilibre. Pour ramener ce déficit à un niveau de 5%,
qui est le seul niveau, d'ailleurs c'est le Haut Conseil des finances publiques, Pierre Moscovici, qui le dit, pour arriver à un déficit qui ne dépasse pas 3% en 2029, il faut que nous ayons en 2025 un déficit qui ne dépasse pas 5%. Donc il nous faut trouver une manne de 60 milliards en allant sur les dépenses et en allant sur des impôts, mais uniquement exceptionnels, ciblés. Nous n'accepterons pas des augmentations d'impôts pérennes dans le temps. Alors, au final, est-ce qu'il y a encore une voie de passage pour un vote de ce budget, ou alors est-ce que le 49.3 est inéluctable ? Je ne sais pas très bien quels seront les votes qui vont se dérouler encore à partir de ce matin à l'Assemblée nationale. Vous débattez encore aujourd'hui et jusqu'à peut-être demain soir. Voilà, tout à fait, puisque hier soir, il a été décidé d'ouvrir samedi matin, samedi après-midi et samedi soir. Il est évident que si nous assistons à des augmentations d'impôts relativement importants, avec un matraquage fiscal, comme ce à quoi nous avons assisté en commission des finances la semaine passée, nous ne pouvons pas accepter un texte en l'état. Donc nous, de notre côté, à ce moment-là, nous le rejetterons, comme ce que nous avons fait en commission des finances. Donc il faut voir maintenant comment les débats évoluent, comment les votes évoluent. Je crains effectivement que nous assistions encore à un matraquage fiscal important, et ce texte ne pourra pas être admis en l'état. Vous demandez au Premier ministre de dégainer le 49.3 très rapidement, s'il le faut ? Écoutez, moi, en tout cas, je me réjouis que le Premier ministre ne l'ait pas dégainé très rapidement, parce que je pense qu'il est important que nous ayons un débat, que les Français puissent avoir ce débat. L'année passée, la Première ministre avait dégainé quelquefois le 49.3 avant même les examens d'articles ou d'amendements. En revanche, à un moment donné, si véritablement nous assistons à un matraquage fiscal très fort, oui, probablement que le Premier ministre aura intérêt à activer le 49.3. Vous avez entendu tout à l'heure la chronique sur la taxe d'habitation. Est-ce que vous êtes favorable au retour de cette taxe d'habitation ? Parce qu'en plus, vous êtes élu local. Oui. Alors, moi, j'étais opposée à la suppression de la taxe d'habitation parce que c'est un lien qui existe entre le citoyen et l'échelon local, la commune. En revanche, maintenant que le dispositif a été supprimé, je ne pense pas qu'il faille revenir dessus. Encore là, une fois, nous sommes contre les augmentations d'impôts, contre les créations de nouveaux impôts. En revanche, il faut revoir tout ce qui concerne la fiscalité locale, notamment tout le mécanisme taxe foncière, valeur locative, et il y a probablement une réforme de fiscalité locale à avoir, mais sans créer de nouveaux impôts. Alors, on parle, pour évoquer votre majorité qui est assez disparate, d'un socle commun qui réunit la droite républicaine, le camp présidentiel, le MoDem. Est-ce qu'il existe encore ce socle commun quand vous voyez tous les événements de ces derniers jours, notamment le MoDem qui vote avec le RN contre vous ? Vous savez, même à l'intérieur d'un groupe parlementaire, vous avez des divergences. Vous avez des prises de position différentes. Ça existe. Mais là, ça va au-delà de divergences. Ces divergences, elles existent. Elles sont, je dirais, amplifiées quand il y a plusieurs groupes. Ce qui nous relie dans ce socle commun, finalement, c'est ça. Qu'est-ce qui nous relie ? Aujourd'hui, c'est le soutien au Premier ministre. Et nous voulons tous, en tout cas, moi, je le souhaite aussi très fort, que le Premier ministre... Ça le fragilise, ça, le Premier ministre. Écoutez, vous savez, nous n'avons pas eu le temps de créer, je dirais, nous sommes en période de rodage, finalement, entre les différents groupes et les différents députés. Et ce moment du budget, qui est un moment important, qui est un moment fort, même au niveau du pays, est un moment qui va... probablement établir des liens entre nous et je pense que nous allons nous rapprocher. Il faut que nous apprenions à travailler ensemble, à vivre ensemble. Mais en tout cas, ce que veulent tous les députés du socle commun, c'est que Michel Barnier réussisse et ça, je crois que c'est très fort. Merci beaucoup à vous. Merci. Et donc vous retournez cet après-midi à l'Assemblée nationale pour peut-être terminer ce budget. Merci et bonne journée. Merci beaucoup.